Je voulais juste vous remercier et remercier Delphine Naon qui dirige le service culturel du Muséum d'Histoire naturelle qui, il y a quelques mois, plus de 6 mois, m'a téléphoné en me disant « Nous, on est intéressés à travailler avec vous concernant l'exposition du Duvenier Rousseau ». Et donc je me suis dit, mais quelle aubaine, mais quelle merveilleuse idée de nous associer le talent et le savoir des scientifiques, parce que c'est vraiment tellement complémentaire par rapport à l'analyse que nous, on peut faire du Duvenier Rousseau, que vraiment, nous, on n'a pas la capacité, je pense, en tant qu'historien de l'art, de faire toutes ces comparaisons en matière de zoologie, d'histoire des végétaux, etc. Et à la fois les sources que vous avez montrées, qu'on connaît mal, les photographies que vous avez montrées, l'histoire des bâtiments et des vitrines telles que Rousseau les a vues, a pu les connaître. La taxidermie, bon, il y a des choses qui étaient connues, ces espèces de dioramas d'animaux joints dans des scènes figées, mais quand même très, très prégnantes pour le regard, on connaissait ça, mais cette identification et vos conclusions qui en découlent, c'est-à-dire l'idée que Rousseau construit, comme les jardiniers construisent, comme les taxidermistes construisent, finalement, je trouve que c'est une ode à l'inventivité de Rousseau, puisqu'il a vraiment fabriqué son univers à partir de ce qu'il voyait. Et plus c'est faux, plus c'est vrai. Et j'en profite juste pour ajouter que du coup, dans ce partenariat entre les deux institutions, le Muséum national d'histoire naturelle a proposé et propose toujours des visites autour du Douanier Rousseau. Je ne sais pas s'il y a encore des visites possibles, mais qui sont au Jardin des Plantes. Qui sont voilà, un bon écho à l'exposition que nous présentons au Musée d'Orsay aujourd'hui. Oui, on a fait ça pour des enfants aussi. On va, à l'occasion de la sortie d'un livre sur Rousseau avec une association d'éditeurs, et on va prolonger, on va recommencer, c'est-à-dire visite des serres et après dessine-moi ta jungle, en montrant des tableaux de Rousseau et la serre du Jardin des Plantes. Il y a une question dans la salle. Une petite question. Ah pardon, il y a quelqu'un d'autre ? Alors c'est juste, je voulais revenir sur l'histoire des lions là, qui ont des tigres ou des lions, des félins qui ont les yeux écarquillés. Parce qu'il y a quelques années, il y a eu une interprétation de la part de Pascal Rousseau, qui est un historien de l'art, qui racontait que Rousseau représentait ces lions comme ça avec des yeux écarquillés parce qu'il se référait à des illustrations qu'il avait vues dans des ouvrages qui traitaient du magnétisme animal, qui était apparemment donc je m'y connais pas très bien, mais une théorie scientifique très importante à la fin du 19e, qui a été en rapport avec l'hypnotisme, toutes ces sciences moitié dures, moitié... enfin bon, bref. Et donc, je voulais savoir si les taxidermistes, quand ils représentent les lions écarquillés, pourquoi est-ce qu'ils les représentent comme ça, les taxidermistes ? Est-ce qu'ils se réfèrent à ces théories ou... Alors, je ne peux pas vous répondre avec certitude pour tout, dans la mesure où les taxidermistes, les préparateurs, sont, maintenant un petit peu moins, mais en tout cas au XIXe siècle, sont des gens qui n'écrivent pas. On va trouver des manuels techniques sur la manière de faire ceci ou de faire cela, parfois émaillés d'erreurs volontaires parce que les auteurs ne veulent pas en fait livrer leurs secrets et mettre des pièges pour que ceux qui vont les suivre ratent en fait un certain nombre de trucs. Enfin, on peut le soupçonner quand même quand on lit certaines pages. Mais en tout cas, ce qui est abordé dans ces écrits-là, c'est donc vraiment de la technique, de dire qu'on va prendre tel diamètre d'œil pour tel animal. La représentation, le mode de représentation, les postures, etc., on a longtemps comparé la taxidermie finalement au bras armé du scientifique. C'était vrai pour les espèces qui étaient nouvellement décrites. On pense à l'okapi, finalement, au tout début du XXe siècle, qui était quand même extrêmement improbable, découvert au Congo. Mais là, il n'y avait pas d'iconographie. Aujourd'hui, on a Internet, donc on peut regarder partout ce qu'on veut. Et encore, même avec ça, on a des gens qui font des fautes. Mais à l'époque, il n'y avait rien, il n'y avait que des gravures. Alors, pour le modèle zoologique, bon, admettons. Et après, pour faire passer un message, je ne dis pas que c'est jamais arrivé, mais je ne suis pas sûr que ça a été fait à grande échelle, en tout cas.
parce qu'il en va de l'adhésion à un courant d'idées ou à une théorie, etc., comme ce qu'on a aujourd'hui. Vous avez le pour et le contre, vous avez des choses qui sont aussi mobiles que l'air du temps, bref, ça peut aller assez vite. Je pense qu'il y a surtout des codes, en fait, on a des codes de représentation. De la même manière qu'il y a des codes pour l'habillement, pour le langage, etc., eh bien, il y a des codes de représentation dans la représentation de la nature. Et c'est pour ça que, quelque part, une naturalisation de taxidermie, c'est aussi un objet culturel, parce qu'il indique une époque. Merci. Je crois qu'il y a une autre question. Oui, en fin de compte, c'est plus une observation de personnes qui regardent les reportages sur les animaux dans la nature même. Et donc, effectivement, j'avais vu une fois un reportage sur un tigre de Sibérie qui allait se faire tuer, quoi. Et ça a duré un moment et on voyait là, effectivement, mais là c'est un regard de frayeur, des yeux très très ronds, quoi, complètement ouverts, et une frayeur énorme, quoi. Il savait qu'il allait se faire tuer. Par contre, sur les fauves, alors je ne sais pas si c'est juste, les fauves ont tendance à tuer proprement la proie, et en dehors de simplement comment dire, je suis en train de perdre de nom. Les hyènes, oui c'est ça, les hyènes qui, elles, sont capables de manger un animal quand il est encore en vie. Ça, j'ai vu ça dans des reportages comme ça. Mais les lions, en général, ils ont plus le baiser de la mort, ou alors ils étouffent leur proie, et puis ils les mangent après. Enfin bon. Et là, dans ce qui est représenté par les taxidermistes, on voit l'animal qui se fait tuer par la nuque, quoi. Ça paraît un peu bizarre. Je ne sais pas si je me trompe. Alors, c'est pas bizarre par rapport à cette dernière remarque, puisque, et là, ça a été bien représenté par les taxidermistes Jules Quentin et Terrier au muséum. En fait, c'est les lionnes qui chassent, qui font tout le rabattage des proies, etc. Elles chassent en petits groupes, entre 3 et 5 individus. Et pour les grosses proies, il n'y a pas 50 solutions. C'est soit de se pendre à la gorge, soit à la nuque pour briser justement l'échine. Tuer proprement, bon, j'ai peut-être un peu démythifié la chose, mais on tue comme on peut. L'essentiel, c'est de faire vite, parce qu'il y a quand même des proies qui échappent. Je n'ai pas les chiffres pour les lions, mais pour les oiseaux rapaces, vous avez à peu près une attaque sur entre 7 et 9 qui réussit. C'est-à-dire qu'il y en a qui repartent un peu estropiés. Un peu beaucoup. Alors peut-être que les lions vont les retrouver ou les prédateurs vont les retrouver, mais il y a quand même, enfin, tout ne réussit pas. Quant à effectivement les regards des prédateurs, d'abord les prédateurs ont besoin d'avoir des informations extrêmement rapidement sur leur environnement. Il faut qu'ils puissent décider très vite s'ils peuvent capturer une proie, il faut qu'ils puissent regarder s'il n'y a pas un concurrent, il faut qu'ils puissent aller très très vite. Donc ils ont un regard qui est extrêmement performant. En général beaucoup plus que le nôtre. Nous, on est des généralistes. Bon, on s'est bien débrouillé dans l'histoire de l'évolution, mais s'il fallait qu'on y retourne là tout de suite maintenant, je pense qu'on ferait pas long feu, quoi. Heureusement qu'on a zigouillé tout sur la planète, parce que sinon on s'en sortirait pas. Mais le prédateur, lui, il a besoin de s'en sortir aussi. Donc il a un regard extrêmement acéré, et pas forcément des yeux très très grands en dimension. Donc écarquillé, dans le cas que vous soulignez, oui, mais sinon c'est assez rare. Merci beaucoup pour cette réponse précise. D'autres questions ? Madame. Monsieur Cuisin, pour revenir à votre titre, la poésie. Je crois qu'on a une question juste derrière, madame. Une seconde. On viendra à vous après. Alors oui, pour revenir à la poésie peinte qui fait votre titre, vous nous apprenez qu'on faisait encore des dioramas à New York en 1931
Et pour moi, c'était un art qui datait d'un siècle avant, inventé par Daguerre. Et je ne savais pas que... Est-ce que vous savez jusqu'à quelle date on en a fait ? Alors, il y a deux choses dans le diorama. Il y a celui de Daguerre, qui est effectivement un procédé photographique optique. Et en fait, la notion de diorama dans les musées d'histoire naturelle, c'est par extension du terme, juste le voir à travers. Dans les musées de sciences, ça apparaît avec un Suédois qui s'appelle Kalthoff dans les années 1860. Et c'est un... je ne vais pas dire une discipline, mais en tout cas, c'est un tour de force, une espèce de prouesse technique, si vous voulez, qu'on va retrouver. Alors, les années 1920-1930 avec l'American Museum, c'est vraiment l'apogée. Puisque là, on a des expéditions qui sont capables de partir pendant des années sur le terrain pour relever absolument tout, la couleur des feuillages, avec des peintres, des gens qui vont peindre également la terre, de manière à ce qu'on puisse reproduire absolument tout de manière artificielle une fois rentré aux États-Unis. Donc on est aussi sur l'affirmation d'une puissance qui est plus coloniale, enfin en tout cas qui ne veut pas dire son nom comme ça, quoi. Et puis le diorama, on va le simplifier, il va tomber en désuétude après la Deuxième Guerre mondiale, et en France en tout cas, dans la notion de... collection, alors un peu plus, ou de présentation, pardon, plus écologique. On va le retrouver dans les années 70-80 avec des scènes beaucoup plus intimistes, des choses que vous pouvez voir dans les musées de Suisse romande en particulier, entre Genève, donc c'est un petit peu daté, des très très belles choses qui ont été faites dans les années 90 au muséum de Neuchâtel par exemple, qui sont d'un réalisme assez saisissant, mais surtout destiné finalement à la pédagogie. Merci beaucoup. Et peut-être une dernière question par là. À quelle date on a commencé la fabrication des yeux en verre avec leur coloration pour les animaux? Les taxidermistes, donc comme Desrolles, ou celui des Saint-Maur, dont je ne me rappelle pas le nom de cet taxidermiste, où les yeux sont extraordinaires avec des secrets de fabrication et des colorations. Savez-vous, vous pouvez m'éclairer? Alors, je ne peux pas vous donner la date de début de fabrication des yeux en verre, parce que je ne la connais pas. Ce qu'il y a de sûr, c'est que fin 18e, on en fait déjà. Disons, dernier quart du 18e, on en fait déjà. On sait faire des billes de verre colorées très très tôt. Mais on a utilisé beaucoup d'autres choses avant. On a utilisé du bois peint, on a utilisé de la nacre peinte, enfin, on a utilisé un petit peu ce qu'on avait sous la main. Ce qu'il y a de sûr, c'est que vers 1830, on a un véritable changement dans la qualité de fabrication, puisqu'on ne se contente plus d'apposer des pastilles colorées les unes sur les autres, on va vraiment les fondre. Et dernier petit point sur ces praticiens de Saint-Maur que vous évoquez, il s'agissait de la maison Harley qui a fermé il y a assez longtemps. Et moi, je suis arrivé donc au muséum en 90, il y avait effectivement une peintre Dieu qui travaillait encore, et en 93 ou 14, Harley nous a proposé le stock parce qu'ils allaient tout vendre. Donc c'est disparu depuis cette période-là. On en trouve aujourd'hui beaucoup, façon de parler, les maisons de taxidermie, c'est pas non plus des maisons de prêt-à-porter. Bref, il y a quand même une production très multiple entre différents plastiques et des verres. Bon, vous avez un peu tous les prix, quoi. La fabrication en verre. On n'a pas abandonné la fabrication en verre, mais dans un premier temps, à la fin du 19e, elle a beaucoup suivi, alors je vais être un peu direct, mais elle a beaucoup suivi et bénéficié des avancées techniques de la fabrication des yeux en verre pour les mutilés de guerre, où on faisait des yeux cherchant à reproduire l'œil humain avec du veinage, etc., mais dans une technique de verrier extrêmement complexe. On s'en est un peu affranchi depuis, mais ça continue. En France, vous pouvez situer les lieux où ça se fabrique? Les lieux de production, non, je ne peux pas vous les situer. Il y a une firme dans le sud-ouest, mais j'en sais pas beaucoup plus.